Alors ce soir, j'ai fait le calcul. En fait, c'est le 28e numéro de Questions publiques. Ça ne nous rajeunit pas. Donc Questions publiques, donc ce partenariat organisé entre le Conseil de développement de Nantes Métropole, donc Philippe Audic est ici le président, la revue Place Publique et le CCO qui nous accueille dans ses locaux. J'ai vu que son directeur est assis quelque part là-bas, c'est Eric Varin. Donc voilà, ce partenariat, c'est le 28e numéro. Alors ce soir, on est un peu dans une configuration assez particulière, puisqu'on a inversé les rôles. Normalement, c'est Thierry Guidet qui tient ce micro et qui joue le rôle de l'intervieweur. Aujourd'hui, c'est lui qui va être interviewé pour un livre qui s'appelle La rose et le granit, qui vient de paraître aux éditions de l'Aube. Alors qu'il est en vente à la sortie, je vous invite à l'acheter. En plus, il a eu droit hier un bel hommage de France Culture. Si vous êtes auditeur de l'émission de Philippe Meyer, L'Esprit public, le dimanche matin, le livre a été recommandé, je crois, par Marc-Olivier Padis, qui est le directeur de la revue Esprit. Donc c'est une entrée en matière qui finalement est assez intéressante. Alors ce livre, on va parler un peu de socialisme municipal des villes de l'Ouest, hein. Ce livre dresse un peu le portrait d'une génération, hein, celle de 77, qui a conquis une terre qui était plutôt conservatrice et qui en a fait une terre de gauche, et qui a construit une sorte de socialisme municipal un peu à la mode de l'Ouest. L'Ouest s'entendant au sens Bretagne, Pays de Loire. Alors cet ouvrage analyse aussi les causes de ce changement et puis surtout l'action de ces élus depuis 40 ans. Et puis évidemment, le livre pose aussi la question de l'avenir. Est-ce que cette terre de gauche va le rester en 2014, puisque cette génération de 77 est en train de s'effacer un peu au profit d'une nouvelle, hein, des trentenaires, celle que vous appelez les héritiers, par rapport aux conquérants de 77. Alors la première question, c'est que cette génération de 77, qu'on a appelée la vague rose, en fait, vous dites c'est une vague qui vient de loin. Non seulement vous dites c'est pas un accident, mais c'est un glissement de terrain. Et ce glissement de terrain, il vient de très loin. Alors, ces conquérants de 77, c'était qui et ils venaient d'où? Donc, si je comprends bien, on se vouvoie ce Oui, ça fait plus soir. sérieux. Bon, d'accord. J'essaierai de tenir le rôle jusqu'au bout. Ces conquérants de 77, ce sont des hommes assez différents. Enfin, d'abord, ce sont des hommes, il n'y a pas de femmes. Quand même une différence avec la génération qui arrive. Ce sont des hommes d'âge assez différents. Hein, certains sont nés avant la guerre. Jean-Marc Ayrault est quasiment le seul à être un baby-boomer dans cette génération-là. Ce sont tous des gens qui ont adhéré au Parti socialiste de manière plus ou moins récente, avec parfois des expériences politiques antérieures. Par exemple, Jacques Oxiette est passé par le PSU. Ce sont tous des gens d'origine modeste. Ça, c'est quelque chose d'important. Le plus souvent, ce sont des gens qui viennent de l'extérieur de la ville-centre. C'est quelque chose qui a été assez peu remarqué, mais qui, à mon avis, n'est pas sans signification. Ce sont des gens qui, pour leur travail ou pour leurs études, sont arrivés en quelque sorte par les coulisses de la ville et l'ont peut-être mieux compris que ceux qui étaient depuis toujours. Et puis, surtout, c'est peut-être là la principale caractéristique, ce sont tous des militants. Bien sûr, des militants politiques, mais aussi des gens qui ont une expérience du militantisme syndical, le syndicalisme ouvrier, pour des gens comme Francis Leblé à Brest, ou comme Jean Monnier, qui sont tous les deux des responsables de la CFTC, puis de la CFDC, et puis des gens qui sont passés aussi par le syndicalisme étudiant, pour ceux qui ont fait des études. L'UNEF de l'époque n'étant sans doute pas l'UNEF de maintenant, c'est aussi l'UNEF contre la guerre d'Algérie, enfin, qui est un mouvement de masse assez considérable, qui n'a pas grand-chose à voir avec la situation actuelle. Donc je crois que c'est... Et puis alors, dernier élément peut-être, le double héritage selon les cas, un héritage chrétien, enfin catholique plus exactement, et un héritage laïque pour certains d'entre eux. Par exemple, là, c'est intéressant de comparer la figure de Jean Monnier, qui va devenir maire d'Angers, et de Jacques Oxiette, qui lui est dans une filière laïque, ou d'Edmond Hervé, par exemple. Et cette génération de 77, elle naît dans ce que vous appelez un pays d'autrefois. C'était quoi ce pays d'autrefois ?
Oui, un pays d'autrefois, j'ai repris le terme de Siegfried que les géographes présents connaissent bien. Bon, faut établir des bémols. L'Ouest n'était pas de manière absolument homogène la région conservatrice qu'on a parfois décrite. N'empêche que globalement, massivement, l'Ouest au sens de Bretagne plus Pays de la Loire était une région qui traditionnellement envoyait des élus conservateurs. Un bon exemple, c'est le Conseil général de Loire-Atlantique, qu'on appelait la Chambre des Marquis. Le département était marqué par une prégnance particulièrement forte de l'aristocratie terrienne, assez peu républicaine, ma foi. Et dans ce pays d'autrefois, vous dites aussi, là, vous avez un chapitre qui s'intitule La sociologie sans pitié. C'est-à-dire que vous faites à la fois, vous doublez, c'est-à-dire que c'est à la fois un pays d'autrefois où l'horizon était, comme on disait chez moi, souvent limité à la haie de pommier du fond du jardin. Et en même temps, il y a une sociologie qui est en train de changer sur les questions de l'urbain et de rural. Oui, l'Ouest a cette particularité d'être une région beaucoup plus faiblement urbanisée que le reste de la France à cette époque. Ce qui fait d'ailleurs que l'opposition ville-campagne, elle structure la vie politique dans l'Ouest au moins depuis 1793. Jean Renard le remarque dans un livre que je cite à plusieurs reprises. Lors du grand soulèvement vendéen entre guillemets, de 1793, toutes les villes de l'actuelle région des Pays de la Loire, et Yannick Guin a écrit quelque chose aussi là-dessus, sur Nantes, le Valmy de l'Ouest, toutes les villes de l'actuelle région des Pays de la Loire, dont Nantes, sont des villes bleues, sont des villes républicaines, qui vont résister à l'encerclement blanc. Et toute la vie politique au XIXe siècle et pendant une large partie du XXe siècle va être structurée autour de cette opposition. Le problème, c'est que les villes, même si Nantes est une relative exception, sont relativement peu peuplées et qu'avec des découpages électoraux judicieux, on arrive assez facilement à dissoudre l'influence bleue dans... Voilà. Dans un potage blanc, si tu veux. Mais cette sociologie qui change dans ce pays d'autrefois, finalement, c'est quoi la génération 77 ? C'est quoi ? C'est les cathos de gauche plus le formica ou... C'est une jolie formule, je crois qu'elle est un peu plus compliquée. Ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est que cette élection de 77 n'avait pas été un accident. Ça a été un craquement, un glissement de terrain subit, mais préparé par des lents mouvements du sous-sol, en quelque sorte. Alors, quels sont ces lents mouvements du sous-sol ? Je crois qu'il y a la question d'urbanisation, qui est quelque chose d'extrêmement important. C'est une époque où les grands ensembles vont fleurir un peu dans toutes les villes, être habités notamment par des gens venus de la campagne et qui vont respirer dans la ville un certain air de liberté, comme on le dit. Il y a l'explosion de l'enseignement supérieur. Beaucoup de ces élus de 77 sont des gens qui sont passés par l'université, qui ont été transformés aussi par cela. C'est une époque d'industrialisation. Il y a quand même un décollage économique assez considérable dans la région. Et puis, c'est une période également de fierté retrouvée, de fierté collective retrouvée. Il y a maints exemples de cela, mais je fais un développement sur la grève du joint français à Saint-Brieuc en 1972. Après tout, c'est une grève relativement banale. Les ouvriers du joint français cherchent à avoir la même augmentation que dans l'usine mère à Besançon. Ce qui lui donne un caractère très particulier, c'est la mobilisation régionale qui se fait autour de ça, de l'évêque de Saint-Brieuc à Gilles Servat, en passant par quelques autres qui sont dans la salle.
c'est le signe d'une fierté retrouvée. Enfin, les ploucs se rebiffent. Donc voilà, c'est ça les grands changements. Et puis il y a donc cette chaîne causale qu'on peut, pour aller vite, qualifier de sociologique, mais ça ne suffit pas. Et je trouve qu'il y a une autre chaîne causale qui est proprement politique et qui n'allait pas de soi non plus. C'est que en 71, le Parti socialiste se renouvelle, choisit en 72, enfin c'est un programme commun, une ligne d'union de la gauche. Et le Parti socialiste, qui était bien mal en point jusque-là, il faut se rappeler le résultat de l'élection présidentielle de 69, où Gaston Defferre, qui faisait un ticket avec Pierre Mendès France, fait moins de 5%. Le Parti socialiste, qui était plutôt un repoussoir pour beaucoup de gens, devient le débouché naturel, avec tous les guillemets qui s'imposent évidemment, d'un certain nombre de couches sociales aspirantes au changement. Donc on a vraiment un changement en profondeur qui trouve un moment un débouché politique puis électoral. Alors dans l'arrivée de cette génération, vous avez un chapitre qui est assez joliment intitulé « Le vin nouveau dans les Outre-Neuves ». C'est une citation évangélique. Dites-nous un peu plus là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Eh bien, dans l'Évangile, on dit que le vin nouveau, il ne faut pas le mettre dans des vieilles outres parce que il prendra un mauvais goût et qu'il doit y avoir donc un lien entre le contenant et le contenu. C'est bien ça. Le vin nouveau, je dirais, c'est ce pays qui change, ce pays d'autrefois qui devient un pays d'aujourd'hui. Et qui se déverse dans l'outre. Alors je ne sais pas si la comparaison est bonne pour un parti politique, mais dans l'outre neuve qui se présente à l'époque. Et là encore, c'est quelque chose qui n'allait pas absolument de soi. Et il y a un élément que vous citez aussi, vous dites un peu, peut-être que Giscard d'Estaing a donné un coup de main à cette arrivée de la gauche. Le droit de vote à 18 ans a aussi été un élément qui n'a pas été négligeable quand même. Bien sûr que ça a joué. Oui. Alors cette génération de 77, ça n'a pas seulement été une vague, enfin, vous le décrivez ensuite, vous dites que ça a été une marée rose, puis finalement d'autres collectivités au fil du temps ont été conquises, la région est finalement arrivée à gauche, le département de Loire-Atlantique aussi. Et alors entre le slogan des années 70, qui était changer la vie, qui était le slogan des socialistes. Changer la ville, changer la vie. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? C'est quoi les marqueurs du socialisme urbain qui a été construit depuis ces 40 ans ? Les temps ont changé. Les temps ont changé, les hommes ont changé, les hommes, les femmes ont changé, ont vieilli. Je crois que c'est l'objet de la moitié du livre, à peu près, cette histoire. Je crois qu'il y a deux points, peut-être, qu'on peut mettre en évidence. Edmond Hervé, qui a été élu maire de Rennes en 77, quand je l'ai rencontré, a eu cette belle formule que je cite dans le livre. Le maire, c'est celui qui parle de tout à tous. En 77, on est dans une logique, pour aller vite, qu'on qualifierait d'assez idéologique. En 74, Giscard a été élu, mais de justesse. La gauche a à peu près l'air persuadée que la fois d'après, Mitterrand, dont on ne doute pas qu'il sera le candidat, se présentera et il l'emportera. Et les élections municipales de 77 sont prises comme une étape dans cette conquête du pouvoir. Si bien que on se situe là dans un cadre très national d'affrontement gauche-droite tout à fait classique. Évidemment, quand les maires vont arriver aux affaires, ils vont bien voir que ils doivent aussi s'occuper des garderies, ils doivent s'occuper des écoles, ils doivent s'occuper de l'eau, ils doivent s'occuper d'un tas de choses, le prosaïsme des jours. Et forcément, il faut bien qu'ils parlent avec les patrons. Il faut bien que... Voilà. Donc il y a une sorte de principe de réalité qui va faire que une ville
une ville, ça se gère et ça ne se gère pas qu'avec ses propres amis. Donc ça, je crois que c'est la première chose vraiment importante. Les élus de cette époque vont découvrir que pour durer, il faut faire ses preuves de gestionnaire et que ça passe forcément par des compromis. Et puis le deuxième grand changement depuis 77, c'est la mondialisation économique qui fait que un certain nombre de pouvoirs de décision qu'on croyait, non sans raison d'ailleurs, être détenus nationalement, voire parfois localement, sont des choses qui échappent complètement. Quand on discute avec Joël Batteux de la stratégie de STX, évidemment, il dit qu'il n'a pas grand poids. Il n'a pas grand poids pour influencer les décisions d'investissement. Tout ce qu'il peut faire, c'est de créer des conditions les plus favorables à Saint-Nazaire pour que les gens s'y plaisent. Donc là aussi, il y a forcément un décalage entre les croyances de 77 et puis cette réalité. Ce que vous dites dans votre livre, en 77, on disait tout est politique, et aujourd'hui on dit tout est économique. Oui, alors cela dit, je voudrais pas qu'on se trompe sur mon propos. On voit bien, c'est un peu comme quand on regarde des photos anciennes, quoi. Il y a un côté, mon Dieu, comme ces photos ont jauni, comme nous étions curieusement coiffés, comme nous étions étrangement habillés. Et pourtant, c'est quand même bien nous. Et c'est pas parce que les choses ont changé que le présent peut porter un jugement perspicace sur hier. Je ne dis pas qu'on est plus lucide aujourd'hui. Simplement, on a un système de croyance qui a changé. Et certainement que la croyance dans le politique a beaucoup décliné en faveur de la croyance dans l'économie et dans le caractère financier de l'économie. Je reviens sur la question des marqueurs là, de ce socialisme urbain. Vous en citez plusieurs dans le livre, mais il y en a un notamment qui est la question des transports, en tout cas la question de la mobilité. Ça a été une rupture, l'arrivée de la gauche en 77. Oui, et Nantes là, évidemment, est un très bon exemple, parce que à cette époque-là, ça nous paraît très étrange maintenant, mais à cette époque-là, on oppose transport collectif à moyen de déplacement individuel. En gros, les transports collectifs, c'est le collectivisme, et la bagnole, c'est la liberté individuelle. Pour aller vite, mais c'est quand même un peu ça. Maintenant, il y a un consensus général, au moins dans les villes d'Europe occidentale, pour dire que non, ce ne sont pas des villes faites pour la voiture. Et là, évidemment, la gauche, et la gauche nantaise, a joué un rôle tout à fait précurseur en relançant le tramway, en songeant à un périphérique, ça c'est bien évident. D'ailleurs, je cite dans le livre Franck Louvrier, qui est conseiller régional d'opposition et qui a été longtemps le responsable de la communication de Nicolas Sarkozy, que je n'ai pas rencontré dans le cadre de ce livre, mais que j'avais rencontré pour un numéro de Place Publique auparavant, et qui dit il faut bien reconnaître que sur les transports, sur la culture, on s'est trompé. On s'est trompé, c'est la gauche qui avait raison. On l'a dit dans un récent numéro de Place Publique, on avait un article d'un spécialiste de sciences politiques qui est venu d'ailleurs ici lors d'un question publique, Gilles Pinson, et qui raconte de manière assez convaincante, me semble-t-il, que les politiques urbaines, le caractère novateur des politiques urbaines a généralement été le fait des équipes de gauche. Mais que, dans un deuxième temps, il y a des choses qui tombent dans le bien commun. C'est un peu comme l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, ça avait suscité des débats fabuleux, et maintenant, il y a quand même peu de gens qui contestent ce principe. C'est un peu pareil pour le tramway, pour la politique culturelle, pour la politique de logement. Il y a des innovations qui ont plutôt été apportées par les équipes de gauche et qui maintenant sont devenues un bien commun. Oui. Et dans ces innovations là, de ce socialisme municipal, vous citez aussi la question de l'intercommunalité.
Vous dites ça a été un des marqueurs de cette période. Oui, moi j'ai vécu ça comme journaliste. J'ai dirigé pendant quelques années la rédaction d'Ouest France ici. J'ai vu la création du district et les luttes rudes qu'il y avait à l'époque avec Laurent Dejoie, qui était le maire de Vertou et qui était puis qui a été président du Conseil général et qui était en gros la chef de file de Luc Dejoie, pardon. Luc Dejoie, oui, c'est le père, bien sûr, c'est pas Laurent, pardon. Qui était en sorte de chef de file de l'opposition de droite dans l'agglomération et qui campait sur gardons les attributions des communes, notamment en caractère fiscal, et puis dans le domaine fiscal. Et puis bon, depuis, il y a eu des incitations forte aussi à développer l'intercommunalité. C'est l'État surtout qui incite. Bien sûr, bien sûr. Et donc là aussi, c'est devenu un bien commun. Et comme le fait remarquer Bernard Poignant, le maire de Quimper, dans ce livre, l'intercommunalité a eu aussi fatalement pour effet de gommer les disparités de politique entre les villes de droite et les villes de gauche, puisque pour gouverner une agglomération comme celle de Nantes, même si il y a une majorité, une minorité, il faut bien aboutir à pas mal de consensus. D'ailleurs, vous dites que la pensée territoriale à gauche, c'est un peu brouillé finalement au fil de ces années. Ah oui, alors la pensée territoriale à gauche est terriblement brouillée. On le voit d'ailleurs avec l'incapacité dans laquelle Marie-Lise Lebranchu a été d'arriver au quart du début de sa réforme territoriale. C'est assez simple. Les socialistes ont conquis à peu près tous les pouvoirs locaux. Donc, en gros, la théorie avant, c'était de dire... Bon, il y a la métropole, enfin la ville-centre, on ne parlait pas trop de métropole à l'époque, la ville-centre et la région. Et puis, c'est ça qui va constituer un couple. Et puis, le département, je cite Edmond Hervé. Edmond Hervé disait en 77, le département, il faut le supprimer rapidement. Maintenant, il se trouve que c'est un élu costarmoricain, Claudie Le Breton, qui est le président des présidents de conseils généraux. Et évidemment, il dit plus ça. En Loire-Atlantique, le Conseil général est tenu par la gauche. C'est difficile pour le président du Conseil général de dire il faut supprimer le Conseil général. Quand vous faites le bilan de ces 40 ans de socialisme urbain, qu'est-ce qui aujourd'hui différencie un projet urbain de droite et un projet urbain de gauche? C'est que le projet urbain d'Alain Juppé, il a été très différent de celui de Jean-Marc Ayrault finalement. Faudrait analyser de manière très fine. Et l'exemple d'Alain Juppé est intéressant parce que là aussi, ça se passe au sein d'une intercommunalité et la communauté urbaine de Bordeaux est dirigée par un socialiste, Vincent Feltès, qui est d'ailleurs candidat, qui était maire d'une commune périphérique de Bordeaux et qui est candidat à Bordeaux contre Alain Juppé, qui va être sévèrement défait d'ailleurs. Donc, c'est sûr que je pense que Michel Chetty doit se retourner dans sa tombe s'il sait à quoi ressemble le tramway de Bordeaux. Hein. On voit bien que, le tramway, c'est aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, au bout d'un certain temps, on s'aperçoit qu'un certain nombre de réalisations acquièrent un caractère d'évidence. Alors, je ne voudrais pas aller trop vite quand même sur cette histoire. Il n'y a pas de différence entre la droite, entre la gauche. C'est pas ce que j'ai dit. Pardon ? C'est pas ce que j'ai dit. D'accord. Je fais un développement assez important sur Jean-Marc Ayrault. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est quelqu'un dont j'ai suivi de près le premier mandat et une partie du second. Et puis il se trouve qu'il est Premier ministre, donc c'est pas rien. Et d'une certaine manière, même malgré toutes les difficultés rencontrées aujourd'hui et l'impopularité record qui est la sienne, il témoigne d'une certaine réussite de cette génération de 77. Et il faut se rappeler, son élection, donc pas en 77, mais en 89 à Nantes, il le fait sur le thème ambition et solidarité.
Et moi, j'ai souvent eu l'occasion d'en discuter avec lui. Je trouve que, on peut discuter de tout ce qu'on veut, mais en gros, il a bien marché sur ses deux jambes tout au long de ses différents mandats. Et qu'est-ce que ça veut dire, ambition et solidarité? Ça veut dire que il faut prendre acte de la mondialisation, de la société de marché, de l'ouverture des villes au renfort de la concurrence. Mais il faut se rappeler qu'on fait la ville pour les gens qui y vivent. Et je cite ça. Vous savez tous que Jean-Marc Ayrault a été élevé au lait de Jean Poprennes. En 2007, il y a une réunion qui n'attire pas l'attention de grand monde qui se déroule à la Mutualité pour l'anniversaire de la mort de Poprennes. Et Jean-Marc Ayrault prononce un discours. Il m'avait envoyé son texte à l'époque, je l'avais gardé précieusement et puis je l'ai réutilisé à cette occasion, où il dit, bon, bien sûr, qui parlerait aujourd'hui de front de classe, puisque le front de classe était le thème de Jean Poprennes, se ferait gentiment brocarder. Que veut dire Jean-Marc Ayrault? C'est que la langue popreniste est une langue morte. Mais l'intuition selon laquelle il faut qu'il y ait dans les villes, sans doute, et dans le pays aussi, une espèce d'alliance de classe entre, grosso modo, tous les gens qui travaillent, qu'ils soient ou pas détenteurs du capital. Moi, je trouve que c'est ça, les contours de l'espèce de social-démocratie. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Moi, je crois qu'il y a une social-démocratie dont les élus de gauche ont fait l'apprentissage à travers leur gestion municipale, départementale ou régionale. Quand la métropole, mais surtout la région, aujourd'hui s'engage de manière très importante dans la construction de l'IRT, de l'Institut de recherche technologique Jules Verne. C'est ça. C'est l'idée qu'il y a des intérêts objectifs, comme on disait jadis, qui relient les ouvriers, les techniciens nantais au monde de la recherche, aux patrons locaux d'Airbus, à une certaine élite mondialisée qui voyage facilement d'un endroit à un autre. C'est, je vois Yannick Guillaume en premier rang, c'est un thème saint-simonien qui lui est cher, c'est le thème de l'alliance des producteurs. Et donc ça, je crois que les élus de gauche l'ont appris dans l'exercice de leurs responsabilités municipales. C'est dans ce discours, je crois, que Ayrault cite l'expression le socialisme du grand large à propos du socialisme de l'Ouest. Ça, ce thème du socialisme du grand large était venu au moment de l'élection présidentielle et de la campagne de Ségolène Royal. Mais toujours sur ces marqueurs, est-ce que finalement, ce n'est pas la question culturelle qui reste quand même toujours la plus clivante entre les villes de droite et de gauche, et sur les 40 ans là, de socialisme urbain dans l'Ouest, ce n'est pas ça qui quand même marque une vraie différence? Moi, je crois que la culture, c'est un peu ce qui s'est passé dans le champ des transports. Plus anciens d'entre nous, ceux qui ont vécu l'élection de 83 et la municipalité qui ont suivi, il y a eu une guerre des cultures qui nous paraît rétrospectivement aussi incroyable que la croisade contre le tramway. Mais là, je crois qu'il y avait une vision profondément archaïque, il faut le dire, des choses. Et alors après, on peut discuter, moi je peux discuter de ce qui a été fait dans certains domaines de la vie culturelle nantaise, mais très, très clairement, la culture a été utilisée comme à partir du moment où Jean-Marc Ayrault est arrivé aux affaires à Nantes, comme un levier
pour redonner le moral à une ville qui venait de perdre ses chantiers navals quand même. C'était pas rien comme traumatisme. Et finalement, les allumés, la folle journée, Royal de luxe, ça coûtait pas si cher que ça au regard du retentissement que ça pouvait avoir. Donc il y a eu clairement, on peut dire, allez, je vais dire un gros mot, une manipulation de la culture à des fins de communication. Mais je crois que c'est le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et là, je crois qu'il n'y a plus beaucoup de critiques. Alors, de temps en temps, si je cite un tribune de la droite nantaise dans un récent magazine municipal qui continue à dire je pense que ça coûte trop cher ou c'est la culture de gauche, la culture bobo, ça. Mais les chefs d'entreprise nantais, ils mettent la main au porte-monnaie pour participer au financement d'estuaires. Et donc, la culture est typiquement un exemple précisément d'alliance entre des couches sociales différentes. Objective. Oui, non, objective et subjective. Hein. Voilà. Et s'il y a un débat politique aujourd'hui sur la question de la culture, je crois que c'est un débat qui se joue plutôt au sein même de la gauche, plutôt qu'entre la gauche et la droite. Sauf des gens qui n'ont pas compris grand-chose quelquefois. Et au-delà de l'analyse là, de ces 40 ans de socialisme, vous parlez évidemment de ceux qui vont arriver maintenant, ce que vous appelez les héritiers. Et la terminologie d'ailleurs est pas neutre, parce que quand on est conquérant ou qu'on est héritier, on n'est pas tout à fait dans le même état d'esprit. Ces héritiers là, ils sont plutôt trentenaires, ils sont plutôt bien élevés, ils ont le cheveu bien coupé, ils ont fait de bonnes études, ils sont pas forcément révolutionnaires, mais ils arrivent dans un autre monde. Comment vous les analysez, comment vous les percevez, ces héritiers? En les appelant les héritiers, c'était évidemment une manière de les chatouiller un peu. Encore que il ne récuse pas l'appellation, il la retourne même en disant oui, on assume un héritage dont on est fier. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette génération par rapport à la génération de 77 ? Il y a quelques femmes. Il y en a beaucoup. Beaucoup, pas tant que ça. Moi, je crois qu'il y a un peu une illusion d'optique avec la candidature de Johanna Rolland à Nantes et de Nathalie Appéré à Rennes. En dehors d'elle, quand même, les hommes qui dominent très largement. Enfin, c'est pas mal, c'est quand même les deux grandes si villes. Demain les deux plus grandes villes de l'Ouest ont un maire femme, évidemment, ça ne sera pas sans signification. L'âge, ils ne sont pas si jeunes que ça. Johanna Rolland est un peu un contre-exemple, c'est la plus jeune, mais ils ne sont pas plus jeunes que la génération de 77. Jean-Marc Ayrault est élu maire de Saint-Herblain à 28 ans quand même. Hein. Et ça s'explique parce que, comme me le disait en rigolant Edmond Hervé, on est resté longtemps à notre place. La deuxième caractéristique, ce sont des gens qui ont déjà une réelle et assez longue expérience politique. Et ça, évidemment, c'est une différence par rapport à la génération de 77, et pour cause, puisque c'est la génération qui conquiert des positions de pouvoir. Tandis que ces gens de la génération actuelle, ils ont été adjoints au maire, ils ont été vice-présidents du conseil général, ils ont été conseillers régionaux. Donc, ils ont fait, ils ont appris des choses. Troisième caractéristique, ce sont des gens qui se sont faits dans l'appareil, quand même, pour l'essentiel. Et s'il y a une différence majeure, à mon avis, entre ces deux générations, c'est que ce sont des professionnels de la politique depuis longtemps, quoi. Avec les avantages que ça a et les inconvénients que ça présente. Ça dit, moi, je ne suis pas de ceux qui crachent
sur les élus en disant les élus sont des gens qui sont coupés de la population. Faire les marchés, faire du porte-à-porte, tenir des permanences électorales, c'est aussi un moyen de connaître l'état d'esprit de la population qui en vaut bien d'autres. Mais évidemment, ça c'est quelque chose de différent. Donc c'est pas les mêmes caractéristiques. Et il y a un point important aussi que vous développez, vous dites ils arrivent aussi dans un monde différent, ils ont des préoccupations différentes, ils ont le sentiment d'un monde fini, ils sont préoccupés des questions d'écologie, etc. Et ça m'amène à la question des Verts. Vous associez finalement les Verts aux héritiers dans votre livre. Oui, j'interroge deux Verts nantais, Pascal Chiron et François de Rugy, parce que oui, j'estime que les Verts sont une composante de la gauche. D'ailleurs, quand j'en ai parlé avec François de Rugy, il reniait pas du tout ça. Il me disait oui, bien sûr, je suis pas de la même formation politique, mais d'une certaine manière, je suis un héritier. J'ai appris des tas de choses avec Jean-Marc Ayrault, bien sûr, mais il me citait une tripotée d'autres élus. Et bon, voilà, j'ai appris avec eux, et donc ça me paraît légitime. En plus, moi, je pense que c'est une alliance durable. Et la question qu'on posait au tout début en disant est-ce que l'Ouest va rester à gauche, est-ce que ces trentenaires ils vont continuer c'est quoi les scénarios selon vous, Jean-Marc ? Alors moi, en ce moment, il y a beaucoup de journalistes, parce que c'est un livre évidemment qui a une certaine activité, il y a beaucoup de journalistes qui m'interrogent, qui me disent, moi, je lis pas dans Boule de cristal, hein, je conclus le livre là-dessus. On ne voit pas du tout aujourd'hui une marée bleue se préparer. On ne voit pas du tout un mouvement symétrique, inverse de celui de 77. Une société qui bougerait, où les partis de droite apparaîtraient comme vraiment le lieu désirable du changement. C'est pas du tout ce qui se passe, ni localement, ni nationalement. En revanche, ce qu'on voit bien, c'est le trouble profond dans lequel sont bien des secteurs, les tensions de toute nature qui traversent notre société, les mouvements erratiques. Qui tendent évidemment à la disloquer, une certaine hystérisation de l'information. Il y a un tas de choses qui peuvent laisser penser, ou un mouvement que je trouve extrêmement singulier, c'est un euphémisme, comme celui des bonnets rouges. Donc il y a un tas de choses un peu incontrôlables, et c'est là-dessus que peuvent se jouer les choses. En gros, il y a deux grandes positions, me semble-t-il. On peut dire qu'il y a un modèle de l'Ouest, une économie qui reste plus prospère que dans bien d'autres endroits, des habitudes de travail en commun, une certaine solidarité, un degré d'inégalité économique et sociale moindre qu'ailleurs, une sorte de modelage anthropologique entre les élus et leur région. On ne sait pas bien qui modèle l'un. Enfin, voilà. Et on se dit, ma foi, il n'y a pas trop de raison que ça continue pas. Même si telle ou telle élection peut donner de mauvais résultats, ça c'est autre chose. Il y a eu des élections législatives en 1993, plus personne ne s'en souvient, mais à l'issue de laquelle le Parti socialiste s'est retrouvé avec 50 députés. À part Jean-Marc Ayrault et Jacques Floch, tous les députés socialistes de Loire-Atlantique avaient perdu leur siège. Ça n'a pas empêché la gauche de continuer à progresser dans l'Ouest. Donc sa première hypothèse, on croit à la robustesse du modèle de l'Ouest. Seconde hypothèse, on se dit non, c'est quelque chose qui est fini. C'est une parenthèse historique qui s'est ouverte dans les années 60.
l'Ouest a rattrapé dans ces années-là le retard économique, social, culturel, religieux qu'il avait pu avoir. Il y a eu, grâce à ce rattrapage, un moment particulier, ce socialisme à visage urbain, ce socialisme particulier des villes de l'Ouest. Et puis là, l'Ouest va rentrer dans le rang et demain, on va voter à l'Ampol-Guimillot comme on vote dans telle ou telle ville du Var. Ça, c'est l'autre hypothèse. Moi, je ne sais pas. Ce modèle urbain ne protégerait pas du vote protestataire, finalement. Parce que dans votre livre, vous contestez l'analyse de Christophe Guilluy, hein, le géographe qu'on essaie de faire venir ici, là, qui explique que les élites sont un peu obsédées par la métropolisation et que le périurbain provoque le vote protestataire. Vous vous dites, en fait, l'armature urbaine empêche ça ici. Oui, Christophe Guilluy, enfin, vous connaissez un peu ses théories. Il a écrit un livre dont on a beaucoup parlé qui s'appelle Fractures urbaines. Et il dit, voilà, la population, une population importante, il parle de 60% de la population, ce qui me paraît très excessif, est reléguée hors des métropoles parce que c'est cher, parce que voilà, il faut aller ailleurs. Ce sont des gens qui se sentent coupés de tout, ils n'ont plus de boulot, l'essence coûte trop cher pour qu'ils puissent venir en ville, etc. Les enfants sont au chômage et ils votent Front National. En gros, c'est ça la théorie de Christophe Guilluy. Alors, moi, je dis peut-être que ça peut décrire un avenir possible, mais ça me paraît un peu simpliste. Pour plusieurs raisons. La première, c'est l'armature urbaine assez particulière de l'Ouest. On a un maillage, enfin là, les géographes l'ont remarqué plusieurs fois, un maillage entre des grandes villes comme Nantes d'abord, mais aussi Rennes, dans une certaine mesure Brest, Angers, Le Mans même, et puis des villes plus petites comme Saint-Nazaire, comme La Roche-sur-Yon, comme Laval. Et puis encore ensuite, des villes plus modestes, comme, je sais pas, Châteaubriand, Ancenis, Savenay, etc. Et tout ça, ça tisse une structure urbaine pas si mauvaise que ça. Et donc ça, je crois que c'est assez vrai. La deuxième chose, moi je crois que Christophe Guilluy raisonne beaucoup à partir d'exemples de régions en très grave crise économique, notamment la Lorraine. Chez nous, le périurbain, jusqu'à maintenant, je ne sais pas si ça durera, mais n'est pas du tout le lieu où le Front National progresse. C'est exactement le contraire. Le périurbain a été le lieu de contagion des idées socialistes. Quand on regarde les dernières élections législatives, qui sont des élections, à mon avis, exceptionnellement favorables pour la gauche, mais où on voit dans le vignoble, dans le Pays de Ré, des députés, pas tout à fait indifférents, socialistes, c'est bien le signe d'une nappe, d'une vague, d'une nappe rose qui dilue les idées urbaines dans ce qu'on appelait jadis la campagne, mais qui n'est plus la campagne. Donc, peut-être que Guilluy a raison, mais aujourd'hui, c'est pas ça qu'on observe ici. Et puis, la troisième critique qu'on peut lui faire, moi, j'utilise pas mal comme d'autres, bien sûr, les travaux d'Emmanuel Todd et de son camarade démographe, Hervé Lebras, pardon, qui insistent beaucoup sur ce qu'ils appellent la main puissante du passé. Le fait qu'il y a des facteurs idéologiques, notamment religieux, qui continuent à jouer un rôle tout à fait important pendant très longtemps. On discutait pas mal avec le maire du Mans, qui me dit, bah oui, pourtant, bon, la Sarthe est une des régions, à mon avis, la plus exposée aux idées d'extrême droite. Mais en gros, ce qui nous sauve, je ne pense pas qu'il soit particulièrement catholique, mais ce qui nous sauve de ça, c'est le catholicisme. Et donc ça, je crois que Christophe Guilluy oublie ça complètement. Je crois que ça fausse quand même l'analyse.
Parce que sur la question, est-ce que l'Ouest va rester à gauche, il y a même, vous interrogez un certain nombre de gens qui disent dans certaines parties de ces régions, peut-être que d'un point de vue sociologique, la marée rose peut encore continuer en 2014, elle peut encore progresser. Alors là, ces élections municipales vont pas être des bonnes élections pour la gauche, ça c'est assez prévisible. Et beaucoup va jouer autour de l'abstention, quoi. Ça c'est évident, quoi. Si l'électorat populaire s'abstient très massivement, non, ça fera des dégâts. Mais quand on raisonne sur le plus long terme, moi j'ai trouvé intéressant, j'ai interrogé des socialistes qui sont encore en terre de mission. Guillaume Garot, l'ancien maire de Laval, secrétaire d'État à l'agroalimentaire, qui dit c'est vrai que la Mayenne c'est pas complètement acquis aux idées de gauche, mais après tout il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas à progresser. Ou bien j'ai interrogé le député maire de Fontenay-le-Comte en Vendée, même si traditionnellement le sud de la Vendée est une terre républicaine et tout ça, mais je dis en Vendée, on va progresser, et on va progresser parce que l'influence nantaise, le périurbain, s'y fait sentir. Donc, moi, encore une fois, je ne sais pas de quoi l'avenir ça fait, mais faut pas s'obnubiler là, sur ce qui va se passer en mars. Enfin, ça n'est pas sans importance, évidemment. Mais il y a des élections qui sont des élections en quelque sorte accidentelles, et il y a des élections qui sont révélatrices. Et l'élection municipale de 77 était une élection révélatrice de profondes cassures. Et c'est ça qui a fait que de proche en proche, l'Ouest est devenu une terre durablement de gauche. Avant de laisser la parole à Philippe et puis à la salle, moi j'ai juste une dernière question. Depuis ces 40 ans, la droite, elle a fait quoi? Elle est passée où alors, par rapport à ce projet? Dans les débuts de Place Publique, avec mon camarade Goulven Boudic, on était allé interviewer Jean-Luc Arousseau. Vous connaissez Jean-Luc Arousseau, qui a été un petit moment président du conseil régional pour succéder à François Fillon, qui a été candidat ici aux législatives et aux municipales contre Jean-Marc Ayrault, et qui nous avait dit, cet entretien avait suscité quelques émotions d'ailleurs dans son camp, il dit: la droite est condamnée à perdre les élections locales. Et il expliquait ça comment? Il disait, maintenant, voter à gauche, c'est plus un péché, quoi, hein, c'est terminé, quoi. Ça va un peu de soi, quoi, hein, même. Deux, ce que je racontais tout à l'heure sur le front de classe, il dit, les bobos, alors, on peut discuter du terme bobo, hein, mais les bobos plus l'électorat populaire traditionnel, ça finit par fabriquer des majorités confortables. Je rappelle qu'à la dernière municipale, à Nantes, la liste de droite a eu 29,9%. C'était le score le plus bas. Et puis, troisième argument qu'il avançait, il dit, mais Olivier Guichard, François Fillon, Pierre Méhaignerie, vous les avez vus se présenter à Nantes, au Mans, à Rennes? Non. C'est très difficile quand on est dans l'opposition ou bien de trouver de bons candidats, ou bien d'avoir des gens qui vont avoir le cran de rester dans l'opposition pendant un mandat, 2 mandats, 3 mandats. Une ville, à mon avis, qui a assez bonne chance de passer de gauche à droite, c'est Angers, pour des raisons de désunion de la gauche, et aussi parce qu'il y a un candidat de droite qui s'est implanté, qui s'est obstiné, Christophe Béchu. Regardez à Nantes, mais on pourrait dire la même chose à Rennes. À chaque élection municipale, on a une tête de liste différente de la fois d'avant, quoi. Et les gens qui occupaient les positions de responsabilité, généralement, ne durent pas très longtemps, ce qui se comprend. Mais les victoires de la gauche sont aussi largement dues aux faiblesses de la droite. Philippe? Oui, alors je ne vais pas revenir. J'ai trouvé très intéressante toute cette analyse préparant le glissement de terrain que tu as évoqué. Je vais dire tu, moi je fais ta Oui, ça me va bien.
En même temps, 77. Alors d'abord, j'aurais souhaité, mais c'était pas l'objet, mais on parle très peu du vote des femmes, hein, puisqu'on est dans cette période où les femmes ont acquis le droit de vote. Je ne sais pas du tout si ça a une importance ou pas dans ces évolutions et dans ces changements, mais voilà, c'était juste une petite curiosité. J'ai pas trouvé de réponse dans l'ouvrage, c'était pas l'objet, mais voilà. Deuxième chose, cette génération a eu, tout ça s'est passé dans un moment où on était à la fin des 30 Glorieuses, mais il y avait encore des grands projets d'aménagement du territoire, il y avait le TGV, il y avait le nucléaire aussi, il y avait des constructions d'autoroutes un petit peu partout. C'est-à-dire que cette génération, elle est aussi arrivée à la fois, il y avait en face des générations vieillissantes, des radicaux qui n'étaient plus dans l'air du temps. Il y avait un peu tout ça. André Maurice. Par exemple. Mais il y avait donc aussi la capacité à faire, à relancer l'investissement public sur des villes qui étaient endormies la plupart du temps. Deuxième élément peut-être de l'analyse, et je ne sais pas, mais peut-être quelques-uns dans la salle pourront y répondre, Yannick peut-être, tout ça donne le sentiment qu'il y avait quand même une stratégie de ce nouveau Parti socialiste qui était la conquête par le territoire. Donc on a été sur le socialisme municipal, on a conquis les villes progressivement sur plusieurs élections, puis les départements, puis les régions. Et alors je ne sais pas si quelqu'un avait écrit tout ça, si cette stratégie était totalement réfléchie ou pensée, mais en tout cas, elle a eu des résultats, elle a été extrêmement efficace. Donc là, c'est un peu une question pour éclairer peut-être, pour éclairer ça. Donc, autrement dit, j'ai le sentiment que cette génération est arrivée avec à la fois une stratégie, deuxièmement, finalement, des capacités à changer la ville, pour revenir au slogan « changer la ville, changer la vie ». Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui. Je vais revenir sur une citation que j'ai trouvée dans ton livre. Alors, d'une part, c'est tiré pour partie du livre de Rémi Lefebvre et Frédéric Savicki, qui reprennent une citation de Robert Badinter dans un ouvrage collectif qui s'appelle « Liberté, liberté », et qui dit « Les signes par lesquels... » Ça, c'est Robert Badinter, enfin l'ouvrage collectif. « Les signes par lesquels on reconnaît une société libre sont le rire, la fête, l'humour, la tendresse. » Et les deux autres auteurs, Rémi Lefebvre et Frédéric Savicki, disent 33 ans après, au PS, on rit moins, on s'amuse peu, on plaisante à peine. Quant à la tendresse, même la parité ne l'a pas introduite. Et j'ai trouvé cette citation tout à fait intéressante, à la fois pour dire cette génération de 77, oui, elle avait envie de faire bouger les choses. Et je me demande si la génération qui arrive aujourd'hui, elle a pas... autrement dit, le contexte n'est pas le même, il n'y a plus d'argent. On est sur finalement des générations, et on le sent un peu dans le discours, qui disent on va s'occuper des Nantais, si je prends un discours qui nous concerne plus spécialement, ce qui laisse, alors je ne vais pas dire que c'est pas intéressant, il faut s'occuper des Nantais, c'est clair, mais il n'y a pas de récit. Alors on parle beaucoup de récits, paradoxalement, on parle beaucoup de récits urbains, et en même temps on ne voit pas ce qui fait rêver, quoi. Ou ce qui peut faire rêver dans les propositions qui sont formulées aujourd'hui. Alors, à l'inverse, on ne voit rien non plus de l'autre côté, si je peux dire. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Voilà, c'est des commentaires. Je ne sais pas si... Enfin, juste un mot sur ce que tu disais sur les 30 Glorieuses. On peut même aller un peu plus loin, parce que c'est une idée que j'avance dans le livre, c'est qu'il y a même une sorte de décalage des 30 Glorieuses dans l'Ouest. Les 30 Glorieuses sont plutôt plus tardives.
dans l'Ouest. Et ça, c'est évidemment un moteur économique qui va continuer à jouer. Quand je suis allé voir Jean-Marc Ayrault pour ce bouquin, il me dit, bon, nous, les socialistes de l'Ouest, ça fait longtemps qu'on a fait notre mue, enfin ce que je racontais tout à l'heure. Et il dit, bon, vous semblez regretter que tout le PS et toute la nation ne soit pas au diapason. Vous voulez donner des nouvelles, des leçons, pardon, à la France entière. Et il m'a répondu assez finement, je trouve, en disant, oui, enfin, oui, je voudrais bien que, mais il y a une différence essentielle entre l'Ouest et d'autres régions de France. Nous, on n'a pas vécu de désastre industriel, même si la Naval et tout, mais bon, il n'y a pas de... l'Ouest n'est pas la Lorraine. Et la question de l'immigration ne se pose pas non plus du tout dans les mêmes termes dans l'Ouest et dans d'autres régions de France. Ce qui fait que on a mieux négocié un certain nombre de changements, mais on avait moins de mal à le faire. Voilà. Et donc la question que tu poses à la fin de ton intervention, bah, c'est un peu ça, quoi. Dans une période où effectivement l'argent se fait plus rare, où on ne rêve pas beaucoup, où la plupart des élus de cette nouvelle génération n'ont pas été non plus. Enfin, ces gens un peu formatés quand même. Enfin, même si, enfin, par exemple, une chose qu'on n'a pas assez remarqué, tous les gens de la nouvelle génération aussi sont des gens qui restent d'origine relativement modeste. Et pas, c'est pas la gauche caviar hein, qui est en train de frapper aux portes des mairies de l'Ouest. Mais ce sont des gens qui font de la politique depuis longtemps, qui sont habitués à penser en réaliste. Mais dans les vœux que Philippe Audic avait fait au Conseil de développement au début de l'année, il avait souhaité que les héritiers deviennent un peu punk et changent un certain nombre de choses. Comme le slogan punk, c'était pas d'avenir, c'est pas ça qu'il faut leur souhaiter. Ah, mais c'était pas que ça à l'époque. Enfin, on va pas faire un débat sur le mouvement punk. Avant de donner la parole à la salle, peut-être qu'il y a une citation aussi de Jacques Auxiette dans votre livre qui dit en fait on est passé de changer la vie à faciliter la vie. Qui explique un peu cette période, enfin, qui est à la fois en même temps un peu désabusée et peut-être sans doute plus réaliste. Enfin, c'est ce que vous... Bah oui, c'est une sorte de modestie, mais on en est tous un peu là, quoi, avec les années, y compris dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles, on négocie avec la vie, quoi. Et donc là, il y a toute une génération qui a négocié avec la vie. Bien, il y a un micro, donc je ne doute pas qu'il y ait plein de questions. Si, c'est mieux parce qu'on enregistre. Bonsoir. La typologie je dirais, des Nantais ou de la métropole est quand même globalement à gauche et au centre. Comment vous positionnez l'évolution et surtout les prochaines municipales, parce qu'on a des listes à droite, très à droite, plusieurs listes, une liste au centre et des listes socialistes et une liste verte et des listes très à gauche. Comment, à votre avis, je sais que c'est des hypothèses, mais comment va se positionner à peu près le public qui va aller voter sur ce premier tour déjà ? Parce que le public est quand même au centre et à gauche, quand même. Encore une fois, je vais bien me garder de faire des pronostics. Non, je crois que la clé n'est pas là. Et la clé est dans la participation. Oui, non mais voilà, et ça on sait, c'est une constante dans les élections. Il n'y a pas tellement de, il y a une assez grande permanence du corps électoral. Il n'y a pas tellement de gens de droite qui se mettent à voter à gauche ou de gens de gauche qui se mettent à voter à droite. Et c'est pour ça que, sauf dans des grands mouvements historiques comme celui de 77 là, qui s'étale sur des années. Ce qui se passe et qui fait les différences électorales les plus importantes, c'est qu'il y a un camp qui se mobilise plus que l'autre. Voilà.
Donc là, on peut penser évidemment qu'un certain nombre d'électeurs traditionnellement de gauche, déçus par la politique du gouvernement, vont s'abstenir. Après, dans quelle mesure, ça, moi, j'en sais rien. Il y a la deuxième question, c'est le poids du national et du local dans des élections municipales. Hein. Les élections municipales sont quand même d'abord des élections locales. Mais ça, on le dit surtout quand on est au pouvoir. Et quand on est dans l'opposition, on dit non, c'est des enjeux nationaux. Les sondages qu'on voit un petit peu partout n'annonce pas de grands, de fabuleux bouleversements dans les grandes villes de France. Maintenant, on verra. Voilà, je suis désolé, je ne peux pas mieux dire. Oui, sur l'évolution politique à long terme, là, il faut bien voir que pendant très longtemps, le clivage gauche-droite dans l'Ouest était pas seulement un problème religieux, comme tu l'as dit, mais c'est un problème scolaire. Oui. Et donc, quand la question scolaire a été réglée, ça a aussi facilité l'évolution. Il faudrait quand même pas voir qu'il y a quand même toujours un vote de classe. Il n'y a qu'à analyser par bureau de vote, parce qu'on voit toujours les résultats au niveau des villes. Mais quand on regarde par bureau de vote, on s'aperçoit quand même que les quartiers bourgeois continuent à voter à droite et que les quartiers populaires votent plutôt à gauche. Alors, il y a parfois une désaffection dans les classes populaires, mais les quartiers de droite votent toujours à droite. Je vais donner 2 exemples pour le montrer également. Les banlieues riches, Sautron, ici, ou Saint-Grégoire, votent à droite, alors que c'est la plupart des banlieues plus ouvrières votent à gauche. Et alors, une évolution qui est très intéressante, c'est les ports bretons. Des bastions qui étaient socialistes et communistes, qui étaient Concarneau, Douarnenez, le Guilvinec, ont maintenant des municipalités de droite. Pourquoi ? Parce que le poids des pêcheurs ou des industries alimentaires pèse beaucoup moins que celui des retraités ou des résidents secondaires, généralement aisés, qui, eux, votent à droite. Donc là, il y a une évolution à long terme. Et quand on prend toutes les stations balnéaires de Labo à Dinard, eh bien, elles votent toutes à droite. Oui, Douarnenez, qui historiquement était la première ville communiste de France. Bonsoir. Vous avez parlé des 30 glorieuses tout à l'heure, là. Mais je crois que depuis ces 30 glorieuses, est-ce qu'on n'a pas bloqué la société ? Ça veut dire que maintenant, les gens qui veulent espérer autre chose, libérer la société, est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudrait peut-être revenir des fois sur certaines lois de 1945 si on a une possibilité de revoir un peu tout ce schéma ? Parce que on a vu que la ville, on l'a faite la ville, on a fait le périurbain, mais quand on voit que la société, mettons, les agriculteurs, avant, pendant 40 ans ou 50 ans, je crois, la Confédération paysanne avait eu le monopole. Maintenant, on s'aperçoit que c'est la FNSEA qui a changé. Donc, vous ne croyez pas qu'arrivé à un moment, il faudra qu'on revoie un peu la vie. Les gens veulent changer, ils veulent avoir du local de proximité, etc. Donc, est-ce que le Parti socialiste ne peut pas inverser, peut-être, de voir que la ville centre et voir un peu plus loin ? Je tiens à préciser que je ne suis pas le représentant du Parti socialiste ce soir, que je n'en suis pas un adhérent, et encore moins un responsable. Non, je crois ce que vous dites un peu en creux, c'est le désastre social qu'est le chômage de masse sur des années. Et ça renvoie directement à notre sujet du socialisme municipal. Parce que ce matin j'étais avec le directeur d'une grande société d'aménagement nantaise. Et il me disait, après tout, les urbanistes qui ont conçu les grands ensembles des années 50 et 60, c'était pas des parfaits imbéciles. Et c'était plutôt des gens qui voulaient probablement le bien de leurs concitoyens. Seulement voilà, qu'est-ce qui fait que des grands ensembles où pendant un bon moment il y a eu vraiment du mélange social qui était vécu comme des moments dans une évolution, on habitait là et puis après on allait habiter ailleurs, sont devenus des nasses
et non plus des SAS. On a dit, eh ben ça, c'est essentiellement le résultat du chômage massif. Et évidemment, ça percute de plein fouet toutes les politiques urbanistiques, architecturales et tout ça des élus. Et c'est ce qui montre bien l'extrême dépendance, pour le coup, là, du local par rapport au global. Tout à fait. Au début, vous avez parlé de glissement de terrain. Je récuse un peu ce terme, bien que je comprenne l'image, parce que derrière un glissement de terrain, il y a forcément des soubresauts géologiques et à ce moment-là, il faudrait les analyser. Et parmi ceux-ci, moi, je voudrais citer tout le travail de l'éducation populaire depuis 1945, le MLO, le MLP. Et on se souvient qu'à cette époque-là, faire de la politique, y compris municipale, était réservé surtout pas aux gens du peuple. Il n'était pas question de se salir en faisant de la politique, du moins dans les milieux populaires d'où je viens. Et par conséquent, on a vu apparaître des associations qui ont fait tout un travail d'éducation populaire pour reprendre ce pouvoir. Je pense à la DELS, je pense à d'autres, je pense à Dubedou avec ses gammes, les groupes d'action municipale, puis le PSU qui a fait tout un travail d'enracinement local. Par conséquent, ce glissement de terrain que vous évoquez, qui a un côté inéluctable et non contrôlé, est en fait tout à fait explicable. Quand je vois la liste de soutien à Johanna Roland à Nantes, je vois apparaître dans le comité de soutien Mado Aoustin, qui est une figure des ASF, qui a fait un travail énorme depuis... Deuxième point sur lequel vous avez cité Gilles Pinson. Je ne sais pas s'il s'agit bien du même, et aujourd'hui il est professeur à l'IEP de Bordeaux. Oui, c'est bien lui, oui. C'est bien lui. Donc j'espère qu'après avoir étudié Liverpool, Manchester, Nantes, etc., Barcelone, et en Italie, je ne sais plus quelle ville, il fera une étude comparative avec le travail de Juppé à Bordeaux. Je veux pas préjuger du travail du programme de recherche de Gilles Pinson. Sur le premier point, la question de l'éducation populaire, bien sûr, vous avez raison. Et c'est ce que je dis. Ces élus de la génération de 77 sont souvent des militants de mouvements de jeunesse, alors catholiques ou laïques, mais il s'agit bien d'éducation populaire à chaque fois. Alors, la question aujourd'hui, qu'il y ait, vous avez cité Mado Aoustin, évidemment, un exemple, on pourra en donner d'autres, qu'il y ait des gens, des militants de l'éducation populaire qui soient encore présents dans tous ces réseaux, c'est une évidence. La différence, me semble-t-il, c'est que quand même, les élus, enfin, ceux qui sont en première ligne, ne sont plus, eux, passés par ce moule. Alors, il ne s'agit pas de dire c'est pas bien, c'est comme ça, c'est les évolutions sociales, mais c'est un changement important et, à mon avis, qui n'est pas sans conséquence sur la manière d'appréhender la société. Oui, alors moi, deux observations. Je trouve que les héritiers d'aujourd'hui, qu'on va voir arriver dans les municipalités, finalement, ce sont déjà des professionnels de la politique. Ils sont tous issus, ils ont été assistants parlementaires. Voilà, ça, c'est un des aspects. Puis le deuxième, c'est le cumul des mandats ne permettra peut-être plus de retrouver cette forme de socialisme municipal sur la durée. Parce qu'avec le cumul des mandats, est-ce qu'il n'y aura même pas un cumul des... Je veux dire, on ne pourra pas faire peut-être 3, 4 mandats municipaux à suivre. Peut-être que la loi aussi mettra un barrage là-dessus. Alors, bon, sur le fait de la professionnalisation de la politique, ben oui, ça c'est une évidence. En plus, ce sont des gens qui généralement ont suivi des études, qui les préparaient à ça. Johanna Roland va à l'Institut d'études politiques de Lille. Nathalie Appéré à celui de Rennes. Enfin bon, bons exemples comme ça. Et puis, en dehors même des études, il y a le militantisme étudiant. Par exemple, Christophe Clergeau est un bon exemple de cela, ou Emmanuel Couette, qui va probablement être le président de Rennes Métropole demain. Bon, voilà, des gens qui
qui font de la politique à haute dose depuis leur culotte courte. Alors, la question je l'aborde un peu là, la fin du cumul des mandats. Oui, ça va sûrement changer des choses. Enfin, je crois que on a quand même on a vécu une époque de grands féodaux. Hein, Jean-Marc Ayrault en étant un des meilleurs exemples. Ça, c'est quelque chose qui est forcément derrière nous. Alors, avec des avantages, peut-être aussi avec quelques inconvénients qu'on découvrira demain. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Parmi les évolutions, donc vous parlez d'héritier, et un héritage, des fois, c'est près de la mafia. Hein, or, il semble que dans l'Ouest, alors vous avez cité le cas d'Angers, qui fait sans doute exception à cette règle-là. Il y a eu le cas de Rezé aussi, qui a été un peu particulier. Il n'y a pas eu la dramaturgie d'Angers. Mais dans l'ensemble, pour les régions de l'Ouest, cet héritage se fait par transition. Dans d'autres territoires, dans le reste de la France, ce n'est pas toujours le cas non plus, ce changement d'étape, je peux dire cette succession. Donc voilà, c'est un élément qui est particulier, qui me semble particulier à l'Ouest, au vu de ce que je connais ce qui se passe dans d'autres régions. Oui, ce qui montre bien que le Parti socialiste, puisqu'il s'agit quand même principalement de lui, tient relativement la route et relativement ses troupes, encore dans l'Ouest aujourd'hui, à l'exception d'Angers, oui. Oui, en vous entendant, moi je me souvenais des années 60-70 où il y a eu justement un changement de génération. Est-ce que, avec l'arrivée à partir de... Vous avez cité du Bedou à Grenoble, qui venait pas du tout du politique. Et donc, il y a toute une génération des années 70 qui venait pas du politique et qui s'est investie, et voilà, et qui maintenant passe la main. Est-ce que aujourd'hui, compte tenu des approches que vous avez pu faire, on est dans une situation un peu semblable? À l'époque que je citais, c'était aussi lié à l'obsolescence des structures politiques. L'ex-SFIO, le Parti radical, c'est des choses qui étaient en train de disparaître. Est-ce qu'aujourd'hui, la génération qui apparaît, elle est toujours dans un dispositif organisationnel puissant ou au contraire un peu indépendante de ça? C'est sûr que un des problèmes qui se pose aujourd'hui à la France, le fait que le Parti socialiste a assez mal préparé sa prise du pouvoir et visiblement est d'accord sur peu de choses. Ça, c'est une évidence. Alors après, ce que ça peut donner, ça, moi, je n'en sais rigoureusement rien. Alors sinon, oui, je voudrais revenir parce que je voudrais pas qu'on durcisse mon propos là, l'opposition conquérant et héritier. C'est normal, c'est la force des choses. L'Ouest était quasiment complètement à droite. Donc forcément, ceux qui arrivaient n'étaient pas des professionnels de la politique, et pour cause. En revanche, depuis que la gauche a conquis la plupart des villes, a conquis plusieurs départements, a conquis 2 régions, c'est naturel qu'il y ait des jeunes qui soient élus et qui s'investissent dans ces fonctions-là. Donc, c'est pas, enfin, je voudrais pas qu'on oppose des sortes de la pureté des conquérants à les magouilles, la cupidité ou je ne sais quoi des autres. C'est parce que la gauche a conquis des positions de pouvoir, donc il faut bien que des gens les occupent. Voilà. Tu as évoqué, Thierry, la robustesse du socialisme municipal quand il a été question de son avenir dans l'Ouest. Mais plus près du micro, oui. Oui, tu as évoqué la robustesse du socialisme municipal quand
tu évoquais son avenir dans l'Ouest. Mais est-ce que ce n'est pas considéré au fond qu'il bénéficie d'une forme d'autarcie? Et ma question, c'est la suivante. Donc, dans quelle mesure cette robustesse n'est pas elle-même menacée par sa dépendance de ce qu'est devenu le socialisme à l'échelon national? C'est-à-dire que l'absence d'imagination, l'absence d'alternative, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui grève de manière considérable l'avenir, y compris du socialisme municipal, dans son travail? Tu as cité une formule d'Hochschild qui m'a frappé, qui n'est plus de changer la vie, mais de la faciliter. Bah oui, oui, c'est une bonne question à laquelle j'ai pas vraiment de réponse. Alors quand je parlais de robustesse du système ou du modèle, je ne parlais pas seulement de robustesse du socialisme municipal. Je parlais de robustesse de la société, de la formation sociale, entre l'économie, les débouchés politiques, les élus. Enfin, tout ça joue. Par exemple, actuellement, là, on exagère. Quand on voit l'histoire de l'écotaxe à Bretagne se meurt et tout ça, c'est une aimable plaisanterie. D'ailleurs, Guillaume Garot répond pas mal. La crise économique bretonne, c'est celle d'un secteur de l'agroalimentaire qui dépendait des subventions européennes et qui n'avait pas anticipé cette mutation, alors qu'il savait pertinemment depuis des années qu'un jour, il ne toucherait plus ces subventions-là. Mais comme dit Guillaume Garot, le pâté Enaf ou les crêpes dentelles se portent à merveille. Donc l'économie est en difficulté comme partout, mais l'économie de l'Ouest reste plus en bonne santé et plus qu'ailleurs, quoi. Donc, cette question de la robustesse du modèle économique, c'est évidemment déterminant pour tout le reste, quoi. C'est ça que je voulais dire. Mais j'entends très bien ta question. Oui, bien, tout à fait. Mais la situation est assez différente, par exemple, dans les Pays de la Loire par rapport... Enfin, j'aborde ça rapidement dans le livre, mais il y a bien sûr un modèle d'agriculture productiviste qui est mort, ça c'est sûr. Oui, il y a une dimension qui n'a pas été abordée, mais que vous abordez peut-être dans votre ouvrage, c'est les conséquences, enfin, l'espèce d'affaiblissement du pouvoir central lié à la décentralisation. Je veux dire que c'est les collectivités territoriales ont pris des pouvoirs beaucoup plus importants aujourd'hui que ceux qu'elles avaient avant, après l'accord du préfet, après la puissance de l'État souverain. C'est une dimension qui est importante, non ? Oui, mais c'est pourquoi le socialisme municipal est en lui-même un objet d'étude intéressant, à mon avis, parce qu'il y a une autonomie relative, comme on dit, de l'échelon local, oui, bien sûr. Je vais encore parler de l'avenir. Justement, est-ce que les socialistes à ce niveau-là, ce sont des sortants avec comme vous dites, un peu des apparatchiks, c'est le terme utilisé par l'opposition. Est-ce que justement, globalement dans les villes de l'Ouest, est-ce que ce sont les gens qui viennent de la société civile ou des partis politiques, mais qui n'étaient pas élus, qui ont ce dynamisme que n'ont plus obligatoirement les gens qui sont déjà en place? C'est-à-dire un 77, mais à l'envers, par le dynamisme et non pas obligatoirement par les couleurs politiques. Moi, je suis très, très réservé, de manière générale, sur l'usage qu'on fait du terme de société civile et tout ça. Parce que qu'est-ce que c'est que la société civile? Enfin bon. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui s'autodésignent comme représentants de la société civile, quoi. Et sous-entendu, la société civile, c'est bien parce que c'est l'initiative individuelle, tout ça, hein. Tandis que la politique, c'est pas bien, quoi. Oui, bah oui, forcément, c'est ça. Mais bah oui, mais alors, ça dépend. Quand vous êtes conseiller municipal, vous n'êtes pas un professionnel. Mais à partir d'un certain niveau, François de Rugy dit ça, et je crois qu'il a assez raison. Il dit, moi, je vois pas comment, à partir d'un certain niveau de responsabilité politique, on peut ne pas en faire son métier.
Moi, je comprends ça pour des raisons d'emploi du temps, de tout ça. Voilà. C'est une activité à temps plein, bien sûr. Au-delà des questions, moi j'aimerais bien solliciter dans la salle, il y a dans la salle des acteurs de cette période. Enfin, juste après la question de Jean Renard, et après je voudrais bien solliciter Yannick Guin, puisqu'il a été un des acteurs quand même de ce socialisme urbain, donc il doit avoir des... Yannick Guin qui gardait prudemment le silence jusque-là. Des choses à dire sur le sujet. Il a pu la parole, c'est un retraité. Non, moi je voulais dire, il y a quand même, ce qu'il n'y avait peut-être pas en 77, une crise de la représentation électorale. Parce que celle ou celui qui sera élu à Nantes, il va représenter quoi? 25% de la population en âge de voter. Ah oui, j'ai lu un excellent texte de mon voisin de droite sur cette question, oui, bien sûr. Bien sûr. Ben oui, mais la démocratie est faite par les démocrates. Hein. Où ils veulent voter, ils ne veulent pas voter. Quel est l'autre système? Un système autoritariste? C'est celui-là. Ah bah tiens, je sens. Donc moi, je voudrais faire deux réflexions. La première, c'est par une comparaison, pour conforter l'idée d'une certaine solidité dans l'Ouest, une comparaison avec ce qui se passe à Marseille aujourd'hui. Jean-Marc Ayrault envoie des missi dominici pour essayer de faire bouger la région de Marseille, et on voit en effet le tissu politique existant, que ce soit à Aix ou à Marseille, ou même le tissu économique, s'arc-bouter pratiquement contre tout ce qui pourrait effectivement faire bouger la région de Marseille. C'est quand même assez stupéfiant. On aurait pu penser qu'ils disent, oui, bon, ils envoient non pas des Parisiens, parce qu'il y a certains des gens qu'on a connus ici et qui ont agi en effet, on les envoie comme préfets pour essayer de voir tout le système des transports. C'est lamentable, le système des transports de la région marseillaise. C'est le système mafieux qui gangrène à peu près tout. C'est la question des marchés publics. Enfin, toutes ces choses-là, il faut mettre de l'ordre en quelque sorte. Et on voit comment un système existe et s'arc-boute pour empêcher ces évolutions. Alors que chez nous, il y a eu sans doute beaucoup de raisons profondes qui ont permis les évolutions. On pourrait dire beaucoup de choses, par exemple, sur 68 et la convergence syndicats ouvriers, paysans, étudiants. Étant donné que beaucoup des leaders de cette époque critiquaient la SFIO, si vous voulez, ont été plutôt au PSU, ou sont restés un long moment en marge. Et quand ils ont vu une possibilité, à partir de 72, en particulier des évolutions du Parti socialiste, on a vu des gens du PSU, tu as cité Jacques Oxette, ou bien des jeunes qui sont rentrés à l'intérieur du Parti socialiste, être en effet les éléments moteurs de 77. Alors, autre réflexion, c'est aujourd'hui. C'est vrai qu'on sent beaucoup la différence de psychologie collective de la part de la jeune génération. Mais enfin, il faut bien qu'ils poussent un peu les plus vieux dehors. C'est la loi de la vie, bien entendu. Moi, ce que je crois, c'est que cette jeune génération est toujours porteuse de ce que Thierry, tu disais sur l'ambition et la solidarité. Elle est toujours porteuse sur la question de l'ambition, car ce qui caractérise l'Ouest, et justement montre que les bonnets rouges sont un peu à côté de la plaque, c'est que les éléments moteurs de la société dans l'Ouest sont du côté des industriels et des chefs d'entreprise, et que quand on fait la comparaison avec Florange, faisons-la si vous voulez, nous, les gens de Saint-Brieuc, les gens de Brest, les gens de Lorient, les gens de Nantes, je ne parle pas de Brest, Angers, Nantes, Rennes, ils sont moteurs dans la mondialisation et dans les bouleversements, qu'ils soient industriels dans les process de production, mais dans les bouleversements culturels, c'est-à-dire dans l'organisation de la vie et les relations sociales. Ils ne sont pas arc-boutés pour empêcher que ça se passe. Ils sont au contraire pour maîtriser
dominer des processus qui, effectivement, nous dépassent. Mais ils sont engagés pour maîtriser ces processus et donner, par la recherche, liaison université, économie, etc., donner un vrai espoir, effectivement, d'industrialisation. Regardez ce qui s'est passé à Florange. On continuait à produire de l'acier épais qui ne servait plus à rien, et on ne faisait pas de la recherche, elle est lancée maintenant, la recherche sur les petits feuillards qui sont utilisés dans l'automobile et tout ça. Donc il n'y avait pas de modernisation, il n'y avait pas de recherche, si vous voulez. Et ça a envoyé la société lorraine dans le mur, évidemment, avec tous les dégâts culturels à l'intérieur des ouvriers qui se sentent largués, qui vont voter peut-être pour beaucoup Front National parce qu'on leur donne des perspectives extrêmement élémentaires, alors que j'écoutais Martin qui, lui, il est gonflé, hein, parce qu'il va au charbon avec les socialistes pour dire « mais votre acier, camarades ouvriers de Florange, vous le vendez à qui ?» C'est-à-dire, ils seront inexistants si on n'engage pas, en effet, ces modernisations dans les processus de production, etc. Mais il faut passer par là, et ce n'est pas facile. Eh bien, c'est des gens, je crois, qui sont encore les candidats, aussi bien à Brest. On le voit bien, Brest, ça bouge pas mal hein, en ce moment-là. Hein, Brest, bon. Qu'à Rennes, qu'à Nantes, Saint-Nazaire, la région, etc. On met de l'argent. On met beaucoup d'argent. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites qu'il n'y a plus d'argent. Je pense qu'il y a de l'argent, mais il faut l'orienter au bon endroit. Hein. Et là, c'est l'investissement de l'IRT, c'est tout ce qui est en train de se produire. Et ça, c'est la société de demain. Donc, au fond, ces jeunes-là, je pense qu'ils sont porteurs encore de ce mouvement. Sur la solidarité, alors là, c'est là que la situation est sans doute extrêmement difficile, hein, parce que les dégâts du chômage, on ne peut pas non plus concevoir l'avenir seulement par les indemnisations diverses, enfin les subventions, etc. Donc là, ça souffre effectivement dans les quartiers populaires, et il n'est pas certain que le discours que je tiens là, qui est le discours de décideur, soit perçu par les couches populaires comme un discours d'espoir. Nous le pensons. Nous le pensons que c'est l'avenir et qui donnera du boulot aux gens. Mais eux, ils ne le perçoivent pas sur le moment comme ça, évidemment, parce qu'ils souffrent. Donc, c'est là, à mon avis, ce qui se joue là, au moment des élections. C'est-à-dire une certaine inadéquation dans l'Ouest entre les décideurs qui ont effectivement des perspectives, qui peut-être ne le font pas suffisamment sentir, encore que tout de même la communication sur ces sujets n'est pas si mauvaise, mais est-ce que ça pénètre des quartiers populaires, est-ce que ça pénètre des périphéries, etc. C'est évidemment pas sûr. Hein. Donc je pense que là, il y a une espèce de distorsion actuelle que les jeunes générations vont devoir assumer. Un dernier mot, en revenant un peu sur le passé, il ne faut pas oublier quand même que la désindustrialisation nantaise a eu la chance d'avoir un tissu de PME qui a suppléé les moments les plus difficiles. Et ça a permis aussi de passer des périodes un peu difficiles. Mais pour résumer, je pense que la génération effectivement conquérante était largement issue, de près ou de loin, mais de 68 à cause de ces convergences. Hein, les convergences des milieux populaires, des quartiers, avec les syndicats ouvriers, on parlait de Mado-Aoustin, exemple parfait, et des jeunes qui, dans certaines associations, éducation populaire, comme on l'a dit tout à l'heure, sont réunis, ont travaillé, je me tourne vers Paulo Cloutour, ont travaillé, et c'est ça qui débouche effectivement sur 77, avec des reculs, hein, 83, ça a été quand même, ici à Nantes, un sacré recul. Bon. Et évidemment, la génération d'aujourd'hui, elle est plus confrontée. C'était une génération qui ne trouvait pas sa place. Elle ne trouvait pas sa place. 68, c'est une explosion libératrice d'une génération qui commençait à aller à l'université. Jean Modeste, vous en avez parlé, mais dont la promotion dépend de l'école et de l'université. Souvent des gens de l'extérieur, moi j'ai bien aimé ton observation, en effet,
nous avons été une génération qui venait des villes extérieures à Nantes. Et nous avons supplanté, en effet, les vieilles générations de la bourgeoisie et du capitalisme traditionnel familial. Donc, des classes moyennes nouvelles les ont supplantées. Et la caractéristique un peu étonnante, c'est qu'aujourd'hui, ces couches-là, et je crois relayées par les nouveaux candidats, assument ce que moi j'appelle les producteurs, c'est-à-dire en même temps le destin industriel de cette région. Il reste moteur. Et je ne vois pas que la droite offre à la droite, offre aux chefs d'entreprise, offre une vraie perspective pour supplanter ça. Je ne le sens pas. Hein. Donc c'est plutôt du côté de la question de la solidarité, ce n'est pas la question de l'ambition, c'est plutôt la question de la solidarité où ça risque de flancher un petit peu, me semble-t-il. Un commentaire là-dessus? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je reviendrai bien sur les questions économiques là, évoquées par Yannick Guin. En 1977, il y avait un mot qui était omniprésent, enfin, notamment pour ceux qui venaient du PSU, c'était le mot autogestion. Et aujourd'hui, c'est un mot, si on demande aux jeunes générations, je ne suis pas sûr qu'ils sachent très bien ce que ça veut dire. Ah oui, on en a parlé un petit peu lors des dernières questions publiques avec Jean-Michel Helvig, qui vient d'écrire une biographie d'Edmond Merle et qui était notre invité. Effectivement, je fais souvent référence dans mon bouquin à un livre qui est sorti immédiatement après l'élection municipale de 77 et où un certain nombre d'élus de l'époque sont interviewés. Alors c'est très intéressant de comparer les discours de l'époque. Par exemple, Jean Monnier cite Lénine, ce qui est assez amusant. Alors effectivement, le thème de l'autogestion est un thème fort à l'époque, qui s'est un peu éteint aujourd'hui. Pas tout à fait éteint, parce que dans le livre, vous dites, aujourd'hui, ils appellent ça participation. Enfin, ils ont un peu... Oui, mais je crois que c'est pas la même chose. Non, mais vous faites quand même cette filiation. Excusez-moi de reprendre un tout petit peu la parole. Il faut surveiller justement ce qui se passe dans le cadre des nouvelles technologies, etc. Alors, on ne va plus parler d'autogestion. D'ailleurs, quand il y a des vieux léninistes avec qui je converse encore, je leur dis, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez l'autogestion? Dans le cas de la mondialisation, qu'est-ce que ça signifie? Vous voulez les nationalisations et l'étatisation? Parce qu'il y en a encore qui sont encore là-dessus. Bon, je leur dis, mais où vous êtes là, hein? Par contre, il faut observer avec beaucoup d'attention ce qui se passe dans les start-up, dans les jeunes qui sont en train d'élaborer des systèmes de rapport, de production comme d'échange. Il faut regarder ça de près. Et c'est justement qu'elle a l'avenir, probablement. C'est-à-dire, et là, je crois que les jeunes candidats, ils sont encore plus sensibles que nous à ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est en train de se passer dans les profondeurs de la mondialisation avec les nouvelles technologies? Et peut-être qu'il y a, non pas l'autogestion, mais des formes de réappropriation et de la production et des échanges qui sont peut-être déjà embryonnaires sous nos yeux. Donc voilà, c'est ça qu'il faut regarder, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? On s'arrête là? Pas d'autres? Oui, bien sûr, mais après, je vais pouvoir te retutoyer et on va rentrer dans un cycle normal. Donc, on clôt les questions. Donc, la prochaine fois, on se retrouvera, ce sera le 16 avril, avec un invité qui sera Jean Delège, qui est l'ancien directeur général de la communication de la ville de Rennes et de Rennes Métropole, qui vient de publier un bouquin qui s'appelle « Les propagandes nécessaires ». Et voilà, on parlera des grandeurs et des servitudes de la communication locale le 16 avril. Mais avant le 16 avril, il y a un autre rendez-vous, alors qui n'est pas tout à fait dans le cadre de questions publiques, dans la mesure où le Conseil de développement n'y est pas associé. C'est une co-organisation Place Publique CCO. À l'occasion de la sortie du prochain numéro de Place Publique qui portera sur la ville la nuit, nous organisons une rencontre entre 3 têtes de liste, les 3 femmes têtes de liste, voilà, et les 2 jeunes gens qui ont été élus, je mettrai des guillemets à élus, maire de la nuit, je mets des guillemets à maire de la nuit, sur les questions que
pose les différents usages de la nuit aujourd'hui entre la ville qui dort, la ville qui s'amuse et la ville qui travaille. Et c'est le 5 mars, je crois. Le 5 mars, voilà. Et le livre est en vente à la sortie dans toutes les librairies ou chez Amazon.